Chaque plat qui arrive sur notre table renferme des siècles d'histoire, des secrets de famille, des traditions oubliées et des voyages qui traversent mers et montagnes. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de cuisine. Nous allons raviver les souvenirs cachés derrière ces ingrédients. Découvrir comment sont nées les recettes que nous continuons de préparer et goûter ensemble un morceau de passé. Parce que lorsque nous comprenons l'origine de ce que nous mangeons, nous comprenons aussi un peu mieux qui nous sommes. Alors détends-toi, ouvre grand tes sens et accompagne-nous dans ce parcours qui mêle histoire, culture et gastronomie. Bienvenue dans Vent d'Ouest. Inspire profondément, installe-toi confortablement et prépare-toi à profiter d'un nouveau voyage dans le temps, où chaque plat raconte une histoire et chaque saveur porte un héritage. Ragoût d'écureuil. Le ragoût d'écureuil peut sembler étrange aujourd'hui, mais pendant la Grande Dépression, c'était plutôt courant, surtout sur les tables de ceux qui traversaient des temps difficiles. Bien sûr, inutile de préciser que lorsque l'on pense à la Grande Dépression, on l'associe aussitôt à une crise économique dévastatrice. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que beaucoup de gens, confrontés à ces circonstances extrêmes, ont développé des aptitudes de survie étonnamment ingénieuses. Entre baies, champignons sauvages et autres petits gibiers, une pratique assez singulière s'est imposée: la chasse à l'écureuil. Oui, comme dans les films post-apocalyptiques. En période de besoin extrême, on se rabattait sur ce qu'on avait sous la main, et l'écureuil devenait une option réaliste. Plus surprenant encore, cette habitude ne se limitait pas aux campagnes ou aux zones isolées. Même dans de grandes villes, on a commencé à considérer la viande d'écureuil comme une alternative valable pour mettre quelque chose dans l'assiette. Alors, quel goût ça a, un écureuil? Ceux qui y ont goûté parlent d'une viande douce, un peu salée, assez tendre et, étonnamment, pas trop forte ni sauvage. Bref, côté saveur, on peut dire que ça passait l'examen. Hobo stew. Ragoût de vagabonde. Le fameux hobo stew, ou ragoût de vagabonde, était un classique de la Grande Dépression que travailleurs, fermiers et citadins fauchés connaissaient par cœur. Les vedettes étaient toujours les mêmes. Une poignée de légumes ramassés à la va-vite, des restes de viande oubliés et n'importe quelle conserve rescapée du placard. Le tout finissait dans une marmite, mijotant lentement, presque toujours sur un feu de fortune. Son charme tenait à sa simplicité. Pas besoin de four, de cuisinière, ni d'ustensiles sophistiqués. Une grande part de la culture des sans-abri s'organisait autour de ce type de plat qu'on préparait avec ce qu'on trouvait. Allumer un feu, ce n'était pas seulement pour cuisiner, c'était aussi pour survivre au froid. Difficile à imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, les abords des voies ferrées étaient pleins de gens qui cuisinaient ce genre de repas. Et il n'y avait pas que les vagabonds. Chômeurs, victimes du Dust Bowl et tous ceux frappés par l'inflation liée à la guerre connaissaient très bien ce ragoût sans recette fixe. Une marmite, du feu et quelque chose à y jeter. Pain au grass. Bread and drippings. Le bread and drippings, ou pain au grass, faisait partie de ces plats modestes montés comme on pouvait, en rassemblant le peu qu'on avait, histoire d'obtenir, si ce n'était pas un repas complet, au moins quelque chose qui y ressemblait. Beaucoup de ces noms, comme hobo stew ou bread and drippings, étaient de simples sobriquets régionaux qui sont restés. Et même si ça sonne très américain, ces idées existaient un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, la formule marchait particulièrement bien grâce à un ingrédient clé, l'infatigable graisse de bacon. S'il y a bien une chose qui caractérise le pays, c'est son amour profond et inconditionnel pour le bacon.
Si tu ajoutais à cette graisse un peu de suif de bœuf, de saindoux, ou, avec un peu de chance, un peu de viande en boîte, tu pouvais déjà dire que tu tenais un repas correct. Ceux qui rentraient de l'usine ou d'un petit boulot trouvé en ville trouvaient souvent ce plat qui les attendait. C'était une façon efficace de ménager à la fois le porte-monnaie et la santé. Graisse, protéines et glucides en une bouchée. Pire valait encore avoir faim, c'est sûr. Fait curieux. Certains saupoudraient de sucre par-dessus. Des cantines populaires ont même servi des toasts à la graisse et au sucre comme petit déjeuner économique. Et, visiblement, ça fonctionnait. Galettes de pommes de terre. Potato cakes. Avec le maïs et le bacon, la pomme de terre a toujours été l'un des piliers de l'alimentation aux États-Unis. À quel moment les pommes de terre n'ont-elles pas sauvé la mise? Et lorsqu'il fallait économiser, les galettes de pommes de terre étaient sans doute l'un des meilleurs moyens de réutiliser les restes de façon ingénieuse et pratique. Quand l'argent manquait, gaspiller était impensable. Pain, viande, curry, sauce, purée, tout retrouvait une seconde vie. En plus, la pomme de terre se cultivait facilement partout. Sa polyvalence en faisait l'allié idéal pour traverser les périodes difficiles. Pas de four? Pas grave. On prenait les restes de purée, on formait de petites galettes et on les faisait dorer à la poêle comme des pancakes tout simples. On en servait dans les foyers modestes, les soupes populaires, les restos bon marché et les petits déjeuners communautaires. Une option ultra économique. Et pour une touche spéciale, sirop d'érable et fines tranches de pommes à côté. Promis, le CV de la pomme de terre est enviable. Choux et pommes de terre bouillies. Boiled cabbage and potatoes. Le chou bouilli avec des pommes de terre était un autre recours habituel pour étirer ce qui restait au garde-manger. Une recette humble tirant le maximum de 2 ingrédients de base. Ce plat est devenu un classique parmi les classes laborieuses et les communautés les plus modestes, non seulement pour sa simplicité, mais parce qu'il calait l'estomac avec presque rien. Le principe? Faire bouillir choux et pommes de terre avec du sel, du poivre et, avec un peu de chance, un soupçon de graisse pour relever le goût. Beaucoup cultivaient leurs propres légumes, même en ville, grâce aux Victory Gardens, ces potagers urbains nés en temps de nécessité. Si tu avais eu la prévoyance d'entretenir un petit potager maison, ajouter ce plat à ton régime, c'était presque t'assurer un repas gratuit de temps en temps. S'il restait un peu de viande, on la glissait dans la marmite. Un os de jambon, un peu de bacon ou un morceau de porc suffisait à donner un coup de peps. Même les feuilles de chou flétries étaient utilisées. Aussi, la devise était claire. Rien ne se perd. Cette mentalité a permis à la recette de survivre aux guerres mondiales et à la Grande Dépression. Salade de feuilles de pissenlit. Dandelion Green Salad. La salade de feuilles de pissenlit illustre parfaitement comment des situations extrêmes révèlent des talents qu'on ne soupçonnait pas. La cueillette des plantes sauvages était une habitude héritée des premiers colons et des familles des Appalaches, qui dépendaient en grande partie de ce que la nature offrait gratuitement. Si tu avais voyagé en Pennsylvanie dans les années 1950, tu n'aurais pas été surpris de voir ce type de salade. Les supermarchés vendaient même des feuilles de pissenlit pendant une bonne partie du 20e siècle. Bref, c'était plutôt courant. Difficile de faire plus pratique. Quelle autre plante est si facile à trouver, pousse partout et se récolte sans effort? Le pissenlit avait bien des atouts. Gratuit, facile à cuisiner, accessible et assez nutritif. Il suffisait d'un peu de vinaigre, de sel et d'un œuf dur pour obtenir une salade qui, à première vue, pouvait passer pour un plat acheté à emporter. Une preuve de plus que la nécessité aiguise l'ingéniosité. Pain de maïs au lait. Cornbread in milk.
Le pain de maïs au lait, c'est exactement ce que ça annonce. Une recette modeste et simple, typique des petits déjeuners de l'époque. Si tu voulais autre chose que du pain grillé au sucre, quelque chose de plus doux, facile à digérer et légèrement sucré, le pain de maïs, cet indétrônable de la maison, entrait en scène. Rien de mystérieux. On émiette le pain dans un bol, on le couvre de lait et c'est prêt. Une sorte de céréale trempée, parfaite pour recycler des restes qui, sinon, finiraient à la poubelle. Dans le sud, on préférait le bas-beurre. En ville, on ajoutait volontiers du sirop ou de la mélasse pour une touche plus sucrée. Oignon rôti farci au beurre de cacahuète. Peanut butter stuffed baked onion. Ça peut paraître étrange, voire absurde, mais cette recette a bel et bien existé. Il s'agissait de creuser un oignon, de le farcir de beurre de cacahuète, puis de le rôtir jusqu'à ce que l'oignon caramélise et que sa douceur naturelle équilibre le côté salé et gras de l'arachide. Même si la combinaison semble forcée, la douceur fondante de l'oignon cuit et le sel crémeux de la farce se révélaient curieusement complémentaires. C'était une manière différente et très économique de réunir protéines et légumes dans un seul plat. Peut-être pas au goût de tout le monde, mais en ces temps de disette, c'était une option valable pour se remplir l'estomac. Aujourd'hui, on la cite surtout comme une curiosité culinaire, plutôt qu'un plat à ressusciter. Même des historiens de la gastronomie, comme Andrew Coe et Jane Ziegelman, ne lui portent pas vraiment dans leur cœur. Avant de continuer, si ce voyage à travers les histoires cachées de la gastronomie te plaît, n'oublie pas de nous soutenir. Abonne-toi à la chaîne et laisse-nous un like. Ainsi, nous pourrons continuer à partager avec toi d'autres aventures, où l'histoire et la cuisine s'entrelacent délicieusement. Et maintenant, revenons à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Découvrir comment chaque recette, chaque saveur et chaque tradition nous relie à ceux qui nous ont précédés. Sabots bouillis. Boiled animal hooves. Aussi déroutant que cela puisse paraître, pendant le Dust Bowl, les sabots bouillis ont été une ressource de plus pour survivre. Quand la viande devenait un luxe, on se tournait vers des parties habituellement non consommées. En faisant bouillir des sabots de vache ou de porc, on obtenait un bouillon épais grâce au collagène naturel qui servait de base pour des soupes, des ragoûts, voire des desserts comme gelée ou flan. Nourrissant, riche en protéines et minéraux, ce n'était pas forcément appétissant à l'œil. Mais à ces années-là, l'esthétique passait derrière la nécessité de se rassasier. Sauterelles frites croustillantes. Crispy fried grasshoppers. Si tu penses que manger des insectes est une mode moderne liée au développement durable, désolé de te contredire. Pendant les années du Dust Bowl, les sauterelles frites n'avaient rien d'excentrique. C'était une nécessité. Quand les récoltes échouaient et que la viande se faisait rare, les fermiers regardaient les nuisibles qui dévoraient leurs champs et se disaient « Tu manges ma nourriture? Eh bien maintenant, c'est moi qui te mange. » Une sorte de revanche, servie bien chaude et bien croustillante. On ramassait les sauterelles en famille. Une fois réunies, on les lavait, on les faisait mariner, puis frire jusqu'à ce qu'elles soient dorées et croquantes. Résultat, une bouchée pleine de protéines, à condition de ne pas trop penser à ce que l'on mange. Aujourd'hui, on parle des insectes comme aliments du futur pour leurs protéines, leur fer et leur bonne graisse. Mais ces familles ne le faisaient ni par mode ni par écologie, simplement pour survivre. Et soyons honnêtes, tout ce qui est frit a, au minimum, 50% meilleur goût. Onions farcis aux grape nuts. Onions stuffed with grape nuts. Ce plat ne demandait ni ingrédients sophistiqués, ni grande quantité d'assaisonnement. Il fallait du sel, du poivre et un peu d'imagination. La recette: des oignons évidés, mélangés à de la chair de saucisse de porc, un peu de graisse fondue, du ketchup
et, avec un peu de chance, quelques lanières de bacon. Et l'ingrédient vedette. Les céréales Grape Nuts. On mélangeait tout, puis on enfournait environ 40 minutes jusqu'à obtenir un oignon farci bien doré et croustillant. Au final, malgré sa simplicité, ce plat tirait un sourire à ceux qui s'asseyaient à table. Dans les années 1940 et 1950, ce que les familles appréciaient le plus, ce n'était pas la sophistication, mais d'avoir quelque chose de chaud et rassasiant à manger. Les recettes simples, qui remplissaient et ne gaspillaient rien, étaient presque des trésors. C'est pour ça que des plats comme celui-ci sont devenus des indispensables de la cuisine modeste de l'époque. Ragoût de moufette. Skunk stew. Oui, tu as bien lu. Ragoût de moufette. À l'époque du Dust Bowl, même les animaux les moins populaires finissaient parfois dans la marmite. Ce n'était pas le premier choix, évidemment, mais quand la faim pressait, toute source de protéines comptait. Il fallait bien sûr retirer les glandes odorantes avant cuisson, sous peine de vider la maison plus vite qu'un coup de vent. Une fois l'animal soigneusement préparé, on le cuisait avec les légumes et épices disponibles. La viande était tendre, au goût un peu marqué, mais acceptable pour qui n'avait pas beaucoup d'alternatives. Ça peut sembler grotesque, mais comparé à d'autres gibiers, comme le raton laveur ou l'opossum, la moufette n'était pas si mal considérée sur le plan gastronomique. Un compliment très relatif, certes, mais un compliment quand même. Aujourd'hui, c'est une anecdote plus qu'une pratique. Pour ceux qui ont survécu au Dust Bowl, la moufette prouve surtout que la faim n'a pas de préjugés. Casserole de tumbleweed. Tumbleweed casserole. Qu'est-ce qu'on dîne? Quelque chose qui a roulé depuis le fond du jardin. Ça sonne comme une blague, mais la casserole de tumbleweed a bel et bien existé pendant le Dust Bowl. Les tumbleweeds, ces buissons roulants de l'Ouest américain, ne sont pas les plus savoureux, mais ils sont comestibles. On les faisait bouillir pour atténuer leur amertume et leur dureté. Puis on les mêlait à des restes de viande, des pommes de terre ou des conserves. Le résultat, un ragoût terreux, pensé pour survivre plus que pour se régaler. Mais il apportait des fibres, quelques vitamines et surtout, il était gratuit et facile à trouver. Aujourd'hui, personne ne l'inscrirait dans un recueil moderne, mais cette casserole symbolise la résilience de ceux qui ont fait de la nécessité une vertu. Bubble and Squeak. Le Bubble and Squeak était un autre plat parfait en temps de guerre, reposant sur un principe simple: ne rien gaspiller. On le préparait avec les restes du repas dominical, généralement du chou et des pommes de terre. On faisait revenir le tout à la poêle jusqu'à ce que ce soit doré et croustillant. Il servait aussi à écouler les restes des grandes tablées de fête, devenant le classique du lendemain. Aujourd'hui, c'est l'exemple idéal d'un plat modeste qui nous apprend à ne pas jeter et à valoriser ce qu'on a déjà au frigo. Pain de maïs à la mélasse Blackstrap. Blackstrap Molasses and Cornbread. Le pain de maïs a toujours eu un petit côté cadeau. On peut le préparer de 1000 façons, et il se trouve toujours quelqu'un pour le dévorer, comme si c'était le dernier repas sur Terre. L'un de ses accompagnements traditionnels dans le Sud, c'était la mélasse Blackstrap, une nourriture de survie qui tirait le meilleur des ressources locales. Qu'avait-elle de spécial? C'était le sous-produit final de la fabrication du sucre, très abondant et bon marché dans la région. Contrairement à d'autres recettes comme la soupe de biscuits, cette combinaison avait une vraie valeur nutritionnelle malgré sa simplicité. Le pain de maïs à la mélasse est devenu un héritage partagé par des générations de métayers, contribuant à ancrer des traditions dans le folklore culinaire américain. Certains allaient même jusqu'à lui prêter des vertus médicinales, notamment contre l'anémie. Vrai ou non, l'anecdote est restée. De nos jours, on voit rarement ce plat à la maison, mais il y a sûrement encore quelqu'un qui le prépare par pure nostalgie.
Choux poêlés à la graisse de bacon. Cabbage and bacon grease. Si tu pensais en avoir fini avec le chou, attends, en voici encore. Le chou à la graisse de bacon a longtemps été une manière simple et roborative de remplir l'estomac avec presque rien. Il suffisait de faire bouillir du chou, puis de l'agrémenter de la graisse récupérée après avoir fait frire du bacon. Résultat: un légume fibreux et un peu fade transformé en quelque chose de plus dense, croustillant par endroits et étonnamment rassasiant. La graisse de bacon, d'ailleurs, ne coûtait rien à beaucoup de gens. On la gardait après cuisson, parce qu'à l'époque, on ne jetait rien. Tirer parti de la dernière goutte relevait presque de la survie. Ainsi, un simple chou pouvait se muer en repas plus consistant, même si ce n'était pas un festival de saveurs. Parmi toutes les recettes au chou, celle-ci est, soyons honnêtes, de celles qui manquent le moins aujourd'hui. Et voilà, entre ingrédients, tradition et récit, nous arrivons au terme de ce voyage. Nous espérons que tu as pris autant de plaisir que nous à découvrir les secrets tapis dans chaque recette. Souviens-toi, l'histoire ne vit pas seulement dans les livres. Elle se trouve aussi dans ta cuisine, sur ta table et dans chaque bouchée partagée. Si cette vidéo t'a plu, laisse-nous un like, abonne-toi à la chaîne. Dis-nous en commentaire quelle histoire gastronomique tu aimerais découvrir et surtout, partage ce contenu avec celles et ceux qui aiment, comme toi, voyager dans le passé à travers les saveurs. On se retrouve pour le prochain voyage dans le temps.